Ravi encore une fois de vous rencontrer. Donc je précise que c'est la deuxième fois. On s'est rencontrés déjà lors du symposium de la science et de la conscience à Djerba, qui avait pour thème multidimensionnalité de l'univers et de nous-mêmes. Et on va commencer par parler un petit peu de votre propre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené tout d'abord à la physique, et puis à la biologie, puis à l'anthropologie, puis à la psychanalyse? Est-ce que c'est un désir de comprendre le monde et de le vivre mieux? Est-ce que c'est un désir de réunification du savoir? Si vous nous parlez de ça un petit peu. Oui. Alors, tout d'abord, c'est la curiosité qui m'a guidé dans ma vie. Je suis quelqu'un de curieux. Et je voulais mieux comprendre le monde, donc ça passait par comprendre ce que c'est que la matière. Donc ça m'a amené à faire de la physique, jusqu'à un doctorat. Ensuite, je voulais comprendre ce que c'était le vivant, de quoi j'étais fait. Donc ça m'a amené à faire des études de biologie, comprendre ce que c'est une cellule, un tissu, un organe. Mais j'ai fait une biologie avec le regard du physicien. C'est-à-dire que j'ai voulu donner au vivant une dimension plus complète que la stricte description biologique. Ensuite, je me suis rendu compte que dans un laboratoire de physique ou de biologie, il y avait des croyances, il y avait des dogmes. Donc ça m'a amené à m'intéresser à l'anthropologie. Qu'est-ce qui fait qu'un chercheur oriental n'aura pas la même vision au départ qu'un chercheur occidental? Ça relève de l'anthropologie, l'aspect culturel. Et puis je me suis rendu compte qu'au-delà des différences culturelles, il y a un individu qui est né dans une famille, qui est né dans une classe sociale, et donc ça crée une empreinte chez lui. Et ça m'a amené à étudier la psychanalyse, notamment la psychanalyse adlérienne. Et donc j'ai essayé à travers ces 4 disciplines, plus d'autres, la naturopathie, le développement personnel, d'avoir une vision plus unifiée. Tout d'abord pour mieux me comprendre, pour essayer de mieux comprendre les autres, et puis pour être mieux en compréhension aussi de l'univers. Voilà un petit peu ce qui m'a guidé dans cette aventure. D'accord, merci. Donc, on parle souvent, bien sûr, de physique quantique et puis de thérapie quantique, de médecine quantique, ce qui est normal puisque l'être vivant, il est constitué de ce qui constitue la matière inerte. Donc, si vous nous définissez ce que c'est le quantique, tout d'abord, et qu'est-ce qui fait que la physique quantique a changé complètement notre vision de l'univers et donc de nous-mêmes en tant que partie intégrante de l'univers? Alors la physique quantique est née au début du XXe siècle, en 1900, vous voyez, ce siècle n'avait pas encore un an, avec les travaux d'un physicien qui s'appelle Max Planck. Ça lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel de physique. Et il va découvrir quelque chose d'assez inattendu, c'est que l'atome émet de la lumière par paquet. Donc un atome peut émettre un paquet de lumière, ou 2 paquets de lumière, ou 3 paquets de lumière. Il constate que les émissions de lumière des atomes se font toujours en nombre entier de paquets. Et entre 2 paquets, il n'y a rien. Il vient de découvrir une propriété inattendue du monde microphysique, qui à l'époque était encore hypothétique, c'est la discontinuité. Donc c'est quoi la continuité? Vous prenez un papier à crayon, vous tracez une droite. La droite est supposée être faite d'une infinité de points. Mais si vous prenez une gomme, vous enlevez certaines régions de cette droite, vous avez créé une discontinuité. Si vous enlevez régulièrement, par exemple, je sais pas moi, tous les 3 cm, 1,5 cm, vous avez une discontinuité régulière. Et en mathématiques, ça s'appelle une quantification. Donc la physique quantique, c'est la physique qui régit l'infiniment petit, l'atome, ensuite les molécules. Et les grandeurs qui vont caractériser ces atomes et ces molécules vont progresser par paquets. Il y aura des valeurs possibles et des valeurs impossibles. Alors le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est les barreaux d'une échelle. Vous montez barreau après barreau et entre 2 barreaux, il n'y a rien. Alors, déjà la première propriété qui a surpris les physiciens, en dehors de cette discontinuité, c'est le fait qu'un atome aura simultanément une double dimension, onde et corpuscule. Rien que cette propriété, ça nous permet de comprendre ce qu'on appelle les thérapies informationnelles ou quantiques. C'est-à-dire qu'un individu est fait de l'ordre du milliard d'atomes. Chaque atome a une double dimension, onde et corpuscule. Et donc, si on faisait la somme de toutes ces informations vibratoires, eh bien, on aurait associé à notre corps physique
une dimension énergétique qu'on appelle le corps énergétique ou le corps éthérique. Mais sans aller dans la structuration de ce corps, notre corps, à l'instar d'un atome, a une double dimension, une dimension corpusculaire, c'est l'anatomie, parfaitement étudiée par la médecine allopathique, mais cette dimension est associée à une dimension ondulatoire, qui est aussi de l'information. Alors après, par la suite, les traditions ésotériques, l'Inde et d'autres régions ont étudié ce corps, l'ont vu comme structuré en corps physique, mental. Vous parliez du corps éthérique. Donc il y a une subtilité dans la structuration de ces corps. Ensuite, l'une des propriétés de la physique quantique, c'est que un atome n'est jamais par exemple, une position précise. Il va occuper un ensemble de positions. Il aura un ensemble de vitesses, un ensemble de trajectoires et un ensemble de futurs associés à ces trajectoires. Donc on dit qu'un atome est plus un monde de potentialités qu'un monde de faits ou de choses. Alors c'est quoi un univers quantique? C'est un univers qui est fait d'une succession de potentialités. Et il y aura une seule de ces potentialités qui donnera une mesure. On va prendre un exemple peut-être plus concret. Imaginez un atome dans la physique classique, il sera au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest. D'accord ? En physique quantique, il pourra être simultanément au nord et au sud, et à l'est et à l'ouest. Avant la mesure, l'atome est dans des états dits superposés. Il est délocalisé, si on peut dire. Il occupe les 4 points cardinaux. Mais quand le physicien va faire la mesure, il va interagir comme en physique classique par son instrumentation, mais également par son mental, par sa conscience, par ses croyances. Et il va peut-être réagir avec la solution nord et la ramener dans son présent, et ça va donner la mesure. Ce qui fait qu'on a dit que la physique quantique était une physique participative, c'est-à-dire que celui qui fait la mesure et l'objet de sa mesure ne peut plus être séparés. Ils forment un tout. Et mesurer, c'est perturber. À tel point que la mesure obtenue, on l'appelle observable, pour bien montrer quel est le résultat à la fois du physicien dans l'utilisation de son instrumentation et sa conscience, et que ce qu'il a mesuré, ça aurait peut-être été autre si ça avait été un autre physicien. Alors, autre propriété très surprenante de la physique quantique, c'est ce qu'on a appelé l'intrication. C'est le fait que... J'aimerais que vous nous parliez des grands principes qui font l'ouverture de la science à des concepts déjà considérés comme évidents par rapport aux traditions antiques. Donc, voilà. Déjà, la dimension vibratoire, si vous prenez un chaman, il vous dira que le monde, il n'est pas que matériel, il est vibratoire. Et puis cette propriété qui est très surprenante, qui fait que deux objets quantiques ont été en contact. Si vous les éloignez à des milliards de kilomètres, ils vont continuer à interagir avec la même force que celle qu'ils avaient quand ils étaient proches. On appelle ça la non-séparabilité ou l'intrication. Ce qui fait qu'on est dans l'illusion d'une séparation, puisque tous nos atomes sont nés du Big Bang. Vous avez parlé aussi d'une intrication temporelle. Oui. Alors, l'intrication spatiale, la non-séparabilité est admise, mais on a des expériences qui montrent qu'il y aurait une intrication temporelle, c'est-à-dire que notre présent pourrait être intriqué avec le passé, voire même intriqué avec le futur. Alors ça devient intéressant parce que quand vous prenez les médecines traditionnelles, si on prend par exemple l'Afrique, quand on soigne quelqu'un, on va intégrer les ancêtres, donc le passé. On considère que tout individu est intriqué avec sa lignée générationnelle et que soigner le présent d'un patient, c'est aussi faire intervenir le passé. Et si on change le présent, on change le passé. Alors il y a une expérience qui est assez troublante, c'est-à-dire que si on veut savoir où passe un photon. Un photon, c'est une particule lumineuse. Alors on va utiliser un détecteur. Mais si on change son présent, on s'aperçoit qu'on change son passé. C'est-à-dire que le temps qui régit la physique quantique est un temps très curieux, désarmant pour nous.
notre temps à nous, issu de la physique classique, c'est une droite, avec une flèche au bout pour bien montrer qu'il est irréversible. Mais la portion qui va du passé au présent, elle est passée, si je puis dire, on ne peut pas la modifier. Mais la portion qui va du présent au futur est incertaine, aléatoire. En physique quantique, la flèche du temps est beaucoup plus homogène puisque la portion qui va du passé au présent comme celle qui va du présent au futur, ces deux portions sont aléatoires. Donc seul le présent, on revient à la tradition, est quelque chose d'objectivable. Les autres, en modifiant ce présent, vous modifiez le passé ou vous modifiez le futur. Donc finalement, soigner quelqu'un, c'est l'amener à dérailler de sa ligne temporelle, puisque finalement, on s'inscrit dans une famille. Cette famille, elle est faite d'aïeux, avec des mémoires inter- et transgénérationnelles, et notre présent est influencé par ce passé, et nous amène à vivre un certain futur. Maintenant, si vous faites un travail sur vous, vous pouvez modifier votre passé en modifiant votre présent et vous déployer dans une direction inattendue qui vous permettra d'avoir une vie meilleure parce que vous avez en quelque sorte enlevé l'empreinte du passé en travaillant sur votre présent. Et donc vous avez parlé aussi hier en ce qui concerne la fameuse dissociation au niveau de la physique qui décrit l'infiniment petit, la physique qui décrit l'infiniment grand. Donc si vous nous parlez de cette dissociation, si vous nous parlez de des modèles qui ont tenté justement d'avoir une certaine réunification entre les deux physiques, parce que si l'infiniment grand il est formé par l'infiniment petit, il n'y a pas de raison qu'il y ait une physique pour l'infiniment petit, il y a une physique pour l'infiniment grand. Et si vous nous parlez aussi de votre propre modèle de réunification entre les deux physiques, quoi. Alors ça c'est une bonne question, c'est le problème. C'est le problème de la physique, c'est comment réunifier deux univers qui semblent incompatibles et qui pourtant sont réunis en nous. Alors, en l'état actuel de nos connaissances, nous avons 4 forces. Il y en a même une 5e. Il y a la force de gravitation qui relève de la physique classique. Et puis 3 autres forces qui sont les forces électromagnétiques qui vont régir le monde électrique et le monde magnétique. Les forces qui sont propres au noyau de l'atome, le cœur de l'atome, qu'on appelle le noyau nucléaire. Et vous avez une force qui est responsable de sa cohésion, qu'on appelle la force nucléaire forte. Et puis de temps en temps, certains atomes, le plus célèbre est l'uranium, vont émettre des rayonnements qui peuvent être dangereux, c'est la radioactivité. On a découvert une 5e force, bon, il y a encore tout un travail en cours, qui a un caractère antigravitationnel. On s'est rendu compte avec surprise que seul 5% de l'univers est visible, 70% est constitué d'une énergie mystérieuse qu'on a appelée l'énergie sombre et qui présente un caractère antigravitationnel, donc une force d'antigravitation qui fait que 2 objets au lieu de s'attirer se repoussent. Et puis on a découvert également qu'il y avait une matière très surprenante qu'on appelait la matière noire qui ne réagit pas avec la lumière. Et on ne sait pas trop de quoi cette matière est faite. Et donc réunis, ça fait 95% de choses qui nous sont inaccessibles et seulement 5% qui nous sont accessibles. Donc si on tient compte de cette énergie sombre, il y aurait 5 forces, quoi. Une force gravitationnelle, une force antigravitationnelle, la force électromagnétique, nucléaire faible et forte. Alors, dès le milieu du XXe siècle, ça a été vraiment une préoccupation déjà d'Albert Einstein d'unifier ces deux physiques. Alors, on a eu des tas de tentatives. Il y a eu, il y a quelques années, la théorie des cordes, qui a essayé d'unifier la gravitation dans le monde quantique. Donc très simplement, on considère qu'il y aurait une sorte de corde qui serait un morceau d'espace qui peut être libre, comme une corde avec 2 extrémités ou bouclée sur elle-même, et en vibrant, cette corde créerait toutes les particules de l'univers. Les protons, les électrons, les neutrons et les particules encore plus subtiles qu'on trouve dans le vide de l'atome. Alors cette force jusqu'à présent, cette approche jusqu'à présent n'a pas réussi à unifier, mais enfin ça a été une tentative. Alors après,
Il y a une théorie rivale qui est développée par Lee Smolin, Carlo Rovelli, pour ne parler que d'eux, qu'on appelle la théorie de la gravitation en boucle. Alors, elle est intéressante dans le sens où on considère que l'espace est granulaire. Il n'est pas homogène, il est fait de granules, donc discontinu. Le temps reste classique. Et elle aussi, elle veut essayer d'unifier la mécanique quantique et la mécanique classique. Mais jusqu'à présent, bon, il y a quand même des difficultés. Alors moi, ce que je propose, c'est de redéfinir le temps, de pas le considérer comme un temps unique. Donc on peut dire que le temps c'est quelque chose qui s'écoule, même si on ne sait pas trop à quoi ça correspond. On sait qu'il y a quelque chose qui passe, qui s'écoule à une vitesse régulière, mais on peut très bien envisager un temps qui s'écoulerait d'une façon plus accélérée ou un temps qui s'écoulerait d'une façon plus décélérée. On pourrait même imaginer qu'il y aurait une particule qu'on va appeler chronon, qui pourrait avoir un régime de déplacement accéléré ou décéléré. Et donc, un temps accéléré, ça serait un futur, mais potentiel. Et un temps décéléré, ça serait un passé potentiel. Alors peut-être la façon la plus simple de le comprendre, vous avez deux tapis roulants, il y en a un qui avance plus vite que l'autre, celui qui est sur le tapis roulant le plus rapide arrivera sur le bitume avant l'autre. C'est un peu cette idée de temps qui s'écoulerait à des vitesses différentes. Alors, l'avantage de considérer ces forces ainsi, c'est qu'on arrive à redéfinir la physique quantique, on enlève les paradoxes, et en définissant les forces en fonction de ces temps, accélérés ou décélérés, eh bien, on arrive à unifier la physique. Alors, c'est une approche qui, jusqu'à présent, est un petit peu à contre-courant de ce qui se fait. Mais pourquoi pas modifier le seul paramètre qui n'a pas été modifié, c'est-à-dire le temps. Parce que si vous regardez, c'est assez surprenant, Newton avait considéré un temps homogène, il voulait un temps mathématique qui s'écoule uniformément, il avait même envisagé un temps absolu, c'est-à-dire un temps qui pourrait mesurer tous les autres temps. Or ce rêve s'est brisé parce que avec la relativité restreinte d'Einstein, on s'est rendu compte que dès qu'un objet bouge, la temporalité de cet objet est différente par rapport à un objet qui ne bouge pas. Et comme tout bouge dans l'univers, même l'univers dans son ensemble, on ne peut plus rêver à un temps absolu et à un espace absolu. Mais la physique classique, qu'on appelle aussi newtonienne, a considéré que l'espace et le temps étaient inertes, homogènes. Avec la homogène, ça veut dire que il n'y a pas d'inhomogénéité, il n'y a pas de direction privilégiée. On considère que l'espace sidéral, il est le même partout. Et puis il y a un temps unique. Mais en physique quantique, à part la théorie de la gravitation en boucle, c'est pareil. On a un espace et un temps qui ont les mêmes caractères que celui de la physique classique. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui est différent. Vous voyez ? Si je prenais cette table, considérons que c'est l'espace-temps, je vais mettre un gros objet, une planète. Ah, je suis en physique classique. Si je mets un petit objet, je suis en physique quantique. Mais l'espace dans lequel les événements se déroulent est le même. Et le temps associé à cet espace. Donc, si on considère par exemple que l'infiniment petit est lié à des temps qui s'écoulent plus rapidement, la question qu'on peut se poser par rapport à ce que je disais il y a un instant, cet objet qui est simultanément au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, est-ce que ça ne serait pas des accélérations du temps qui l'amèneraient à aller très très vite et nous donner l'illusion qu'il a sauté au nord, au sud, à l'est et à l'ouest simultanément? Voilà, un petit peu. Alors, l'approche que j'ai développée a permis de retrouver, par exemple, ce qu'on appelle la structure de constante fine qui va régir, si vous voulez, la façon dont des charges électriques s'attirent. Vous savez que chaque force est régie par des constantes. Donc ici sur Terre, la Terre a une masse. Et donc il y a une constante gravitationnelle qui va donner à tout objet un poids. Vous voyez, la masse reste la même, mais si vous êtes sur la Lune ou sur Terre, vous n'aurez pas le même poids. Parce que les objets Terre et Lune ont des masses différentes, et donc l'attraction qu'elles vont exercer va être différente. Donc tout objet sur Terre va être soumis
à la loi de la Terre qui vient de sa masse. Il y a une constante gravitationnelle. De même, il y a une constante de structure fine qui détermine la façon dont les particules s'attirent. Et il y a une constante qui régit la structure forte et faible. Donc, cette constante, on peut la justifier. On peut retrouver la constante cosmologique qui freine en quelque sorte l'expansion de l'univers. On a retrouvé les facteurs relativistes. Donc, cette théorie, qui est évidemment encore à améliorer, mais permet de poser le problème de l'unification différemment. Et de donner à l'univers un autre visage que celui qu'on a l'habitude de voir. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les temps que l'énergie. Un petit raisonnement tout simple qui amène à réfléchir. Quand la physique quantique est née, on a découvert que la matière était inhomogène, était discontinue. Donc l'énergie qui émane de la matière est discontinue. Pourquoi l'espace et le temps ne seraient pas eux-mêmes discontinus? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ouvre une perspective et ça donnerait à ces paramètres fondamentaux que sont l'espace, le temps, la matière, l'énergie et même la lumière, qui elle-même est granulaire, donc discontinue, une forme d'homogénéité. Donc on verra dans le développement d'une théorie scientifique, il y a beaucoup de croyances, de dogmes. Souvent une théorie est imprégnée de l'esprit du temps, on s'en rend pas compte. Quand la mécanique quantique est née, il y avait des esprits très brillants comme Lord Kelvin, mais qui n'ont pas pu accéder à cette nouvelle mécanique quantique parce qu'ils étaient imprégnés de l'esprit d'une époque. Voilà. Donc la question qu'on doit se poser quand on est scientifique, c'est est-ce que mon travail est le résultat du début du XXIe siècle? Est-ce que je suis soumis à une empreinte? Est-ce que je suis capable d'en sortir ou pas? Et je pense que dans les années à venir, on va s'apercevoir qu'on a tenté beaucoup de choses pour essayer de modifier notre vision de l'énergie, de la masse, de l'espace, mais curieusement, on a laissé le temps intact. Vous voyez, par exemple, si on prend la théorie des cordes, il y a un prix à payer à cette unification, un morceau d'espace qui vibre et en vibrant à une certaine fréquence, il crée les particules. C'est qu'on est obligé de faire appel à 10 ou 11 dimensions. Et donc, en dehors de la longueur, la largeur, l'épaisseur et le temps, qu'est-ce que c'est que sont ces autres dimensions? La plupart des gens envisagent des dimensions temporelles et jamais des dimensions spatiales, pardon, et jamais des dimensions temporelles, presque automatiquement, vous voyez. On a 6 autres dimensions, si on prend un espace à 10 dimensions, mais on dit c'est des dimensions de l'espace repliées sur elles-mêmes. Mais pourquoi on ne dit pas non? Alors, ça relance la naissance de l'univers, le Big Bang, et c'est bien parce que finalement on revient un peu à des réflexions métaphysiques, comme ont pu le faire il y a 5 siècles avant Jésus-Christ les Grecs de l'Antiquité, et finalement les métaphysiciens du XXIe siècle sont les scientifiques, les cosmologistes, les physiciens théoriciens ou même certains expérimentateurs. Vous avez encore d'autres questions, je suppose? Donc juste, je vous remercie pour ces éclaircissements qui aident à populariser des concepts qui semblent être durs. Donc en se concentrant justement à l'interprétation philosophique de ces disciplines qui semblent assez dures. Voilà. Je voudrais rajouter une petite chose. Je crois que ce qui est important, c'est qu'actuellement, il y a une convergence entre ce que la physique découvre ou d'autres disciplines scientifiques et la spiritualité. Je crois que science et religion, après s'être observées, dévisagées, combattues, vont retrouver un point d'équilibre, comme ça a pu être le cas dans l'Égypte antique, par exemple, si on prend cette période. Le problème de l'univers, du principe créateur, etc., on est loin de l'avoir évacué. Peut-être la façon la plus simple, c'est de considérer que l'univers, il n'est pas né par hasard, moi j'y crois pas. Si vous calculez les probabilités, on a l'impression que tout est organisé. Il y a même un principe qu'on appelle le principe anthropique qui constate que les constantes que j'évoquais et qui régissent les forces
ou certains phénomènes de la physique ont été ajustés pour que la conscience puisse émerger. Donc je ne pense pas non plus que ça soit le fruit du hasard. Et donc l'univers, quand on l'étudie, ce qui se dégage, c'est son harmonie. Il y a la notion de loi, et donc il y a comme un plan. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on l'appelle comme on veut, information, principe créateur, divin. Maintenant, ce que nous dit l'astrophysique, c'est que pour une particule matérielle, il y a 1 milliard de particules lumineuses, de photons. Donc, si on ne peut pas définir ce principe créateur, on peut en donner son essence, elle serait vibratoire. Et l'univers, il a été créé avec une intentionnalité. Donc, si on veut se connecter, il faut être dans l'intentionnalité de ce principe créateur. Et là, on va faire un saut, on n'est plus vraiment dans la science, mais on peut considérer que le principe créateur est associé à l'amour, à la joie, mais surtout à l'amour. Donc, si vous voulez vous connecter à ce principe créateur, il faut être en résonance, puisque par définition, il est d'essence vibratoire. D'accord? Et donc, dans le monde vibratoire, la figure essentielle, c'est la résonance, qui va faire que deux vibrations vont fusionner entre elles. Et puis, il faut être dans la joie. Comment ça se fait cette résonance? Ça, c'est un... Connectant à notre cœur. Oui. Peut-être le mien. Voilà, c'est-à-dire que le monde s'ouvre à vous quand vous êtes connecté à votre cœur. Et donc, peut-être le plus important, c'est d'être dans son cœur pour comprendre l'univers. Je pense que l'univers se révèle à nous quand on est en résonance avec lui. Et les Grecs l'avaient compris, puisque Emplédocle disait qu'il y avait deux forces qui régissaient l'univers, les forces de haine et les forces d'amour. Alors les forces de haine sont des forces de division. Voilà, mais lui, à l'époque, il avait divisé ça en deux forces, évidemment. Après, on a mieux compris les émotions. Donc les forces de haine sont plus des forces analytiques de division, et les forces d'amour sont plus des forces de réunification. Et vous voyez, avec un raisonnement très très simple, si vous voulez vraiment vous connecter à l'univers, qui est d'essence vibratoire, associée à sa matière, et qui est associée à une intentionnalité, il y a une empreinte, c'est dans votre cœur que vous aurez plus d'ouverture vis-à-vis de cet univers. C'est un peu ce que nous disent les chamans et autres. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que quand on regarde les sociétés dites traditionnelles, où on trouve le chamanisme qui est devenu très populaire, puisqu'ici, dans ce congrès, il y a des chamans, on s'aperçoit que leurs fondements sociétaux, à ces sociétés dites traditionnelles, ressemblent plus à la logique des physiciens de l'infiniment petit. Comme s'il y avait eu deux sociétés. Une société, la nôtre, occidentale, industrielle, qui est plutôt régie par les lois de la physique newtonienne, et puis d'autres sociétés qui sont plus fondées sur ça. Ce qui fait que leur façon de concevoir le monde, avec un monde invisible, un monde visible, qu'on retrouve en physique quantique, les univers parallèles, moi je pense qu'ils ont pris deux voies différentes. Comme un petit peu l'évolution a pris deux voies, vous avez ici un arbre, il est fixe, et puis il y a l'animal qui lui bouge et errant et dynamique, il n'est pas associé à un espace. Donc il faut développer des qualités. Pour un arbre, je pense qu'aucun être humain est capable de vivre tout l'hiver dans l'eau avec simplement de la lumière. Bon, évidemment, l'animal a des qualités que la plante n'a pas. Je pense que dans le développement des sociétés, il y a eu un peu ça, quoi. Il y a eu comme deux démarrages, un démarrage plus axé sur la physique quantique avec la logique, et donc ces peuples ont décidé de vivre selon cette logique. Donc ça explique pourquoi ils ont des mondes visibles associés au monde visible. Ça explique pourquoi ils utilisent le chamanisme, l'animisme et plein d'autres aspects que les anthropologues ont étudiés sans trop comprendre pourquoi. Et puis nous, on a des pratiques. Par exemple, si vous prenez la force gravitationnelle, sans tenir compte de l'antigravitation, elle est toujours attractive. C'est quoi l'économie? C'est le toujours plus. Vous voyez, vous avez des profits, vous en voulez encore plus et encore plus et encore plus. Vous comprenez aussi que nos sociétés sont très matérialistes. Ces sociétés ne sont pas matérialistes au sens où nous l'entendons nous, mais est-ce que tout simplement c'est pas une espèce d'empreinte invisible
qui régirait notre société, qui régirait les leurs, et qui nous amène à relationner avec l'univers différemment. Donc un des grands défis, c'est de réunir l'Orient et l'Occident, les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, de façon à ce que on puisse vivre. Finalement, l'univers complote à nous rendre heureux, et nous on complote à se rendre malheureux, c'est tout simple. Alors merci encore une fois Philippe, et à une autre fois certainement.